Bonjour, bonjour, ravi de vous retrouver. Nous sommes là pour vous servir jusqu'à 10h30 avec un programme très riche en ce 26e jour du mois de Ramadan. Bien sûr, la dominante de la composition de cette émission en particulier sera consacrée à toutes les bonnes volontés qui activent dans l'ombre en ce mois de Ramadan pour offrir des moments de bonheur, des moments d'aide et de soutien à plusieurs personnes, on verra justement. Mais aujourd'hui, ce que j'aimerais relever tout au début de cette émission, c'est que nous avons un invité d'honneur. Et oui, elle est rentrée par le biais du petit écran dans vos foyers. Elle vous a accompagné tout au long de ce mois de Ramadan à travers justement un rôle qu'elle a si bien campé. Donc, Rimta Koust, alias Houria, dans le feuilleton Damma signé Mouzaham Yahya, donc sera notre invitée d'honneur ce matin. J'imagine que vous avez envie d'en savoir plus sur cette comédienne très talentueuse. Alors aujourd'hui, nous parlerons, je disais tout à l'heure, de bonne volonté à travers des initiatives, notamment celle d'un groupe qui est très dynamique du côté d'Al-Harrach. Donc ils viennent d'horizons différents, mais ils sont tous bénévoles. Et ils ont eu des actions honorables que nous avons le devoir de présenter et de vous mettre justement en avant dans cette émission. Les bonnes volontés, il y en a de différentes manières, notamment celle d'une jeune académie qui a consacré un programme d'atelier artistique initiant justement des personnes portant la trisomie 21. Donc c'est aussi une honorable initiative qu'on a plaisir aujourd'hui de présenter. Dans ce mois de Ramadan, les bonnes volontés, c'est aussi dans le milieu hospitalier, oui, les médecins, en l'occurrence les chirurgiens, sont vraiment en force dans ce qui relève du bénévolat parfois, mais aussi par leur abnégation, leur complet engagement pendant ce mois de Ramadan. Nous allons sonder justement les ambiances du côté de l'hôpital de Bertraria avec la présence parmi nous d'un chirurgien ou d'une dame qui pratique justement la chirurgie générale. Nous aurons plaisir à travers elle de parler de tous ces médecins donc qu'on ne salue pas assez. Ils donnent énormément pendant le mois de Ramadan. Et puis nous terminerons en beauté également avec un chanteur, Madadi Imadeddine également, donc qui va représenter dignement l'Algérie à Moscou lors d'un festival international du chant lyrique. Donc ce chanteur lyrique, vous l'aurez deviné, donc sera parmi nous pour nous parler de cette belle expérience qui l'attend, mais aussi de son parcours artistique. Merci encore une fois d'être avec nous, mesdames, messieurs. On ne doit pas déroger à la tradition de vous offrir un point météo au démarrage de notre émission. Comme d'accoutumé, le lundi, c'est en général Amel Laribi qui nous offre les nouvelles du ciel. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, معاً نصنع المستقبل. Bonjour Amel. Bonjour Radia. Ça va? Ça va, merci. C'est un lundi ensoleillé en fait. Oui. Le lundi au soleil. Oui, absolument. On pourrait le chanter, mais Ouais. j'imagine que vous n'êtes pas tellement chaude pour le chanter. Il n'y a pas la voix non plus. Hein. Alors voilà, vous allez simplement et doucement avec votre voix douce qui nous doucement. accompagne souvent nous donner un petit peu Les prévisions de cette journée. Tout à fait. Inch'Allah. Allez-y s'il vous plaît. Merci Radia. Merci. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel restera dégagé tout au long de la journée à l'ouest et au centre. Par contre, à l'est, eh bien, on aura des passages nuageux, mais qui peuvent donner quelques pluies éparses en matinée sur les côtes est. Puis le ciel demeurera passagèrement nuageux tout au long de la journée avec une petite amélioration, mais en fin d'après-midi. La moitié sud, eh bien, connaîtra un ciel souvent voilé en matinée sur le Hégard et le Tassili et toute la journée vers le sud-ouest. Puis le ciel se dégagera sur le Hégard et le Tassili, mais ces nuages se maintiendront vers Tindouf et le Bécharois. Ailleurs, rien à signaler, le soleil restera bel et bien présent, avec toutefois des sondes de sable tout au long des frontières algéro-maliennes et l'extrême sud. Les températures, eh bien, quant à elles resteront toujours aussi élevées vers l'ouest. Le maximum 27 degrés Tlemcen, Relizane et Mascara, 25 à Oran, 21 à Alger, 22 Tizi Ouzou également à Al-Bayad, 20 degrés Djelfa et Batna également à Naba, 18 à Sétif. Au sud, 25 degrés seulement à Biskra, 27 à Gardaya, 32 Tamanrasset, Ilizi et Béchar, 35 Janet Insalah, 37 degrés à Adrar, 39 à Bolj, Bedjimourtar et 40
degrés, le maximum cette fois-ci à Ingazem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera plutôt agitée sur pratiquement l'ensemble des régions côtières avec des vents qui vont arriver jusqu'à 50 km/h sur les côtes ouest et centre. Les vents seront de secteur est à nord-est sur les côtes ouest et centre et 10 à 30 km/h sur les côtes est et les vents seront de secteur nord-ouest. Et comme toujours en termes subites avec l'éphéméride, pour aujourd'hui, eh bien, le soleil se couchera vers 19h23 et pour davantage d'informations, bien sûr, vous avez les sites de Météo Algérie. Passez une excellente matinée avec la suite des programmes sur Canal Algérie et à tout à l'heure midi. La météo vous est présentée par Mobilis. موبيليس معا نصنع المستقبل. Excellente journée, Amel. Merci Merci Radia. pour toutes ces Excellente précisions journée. et ces prévisions. On vous souhaite vraiment le meilleur en cette Merci journée. Et puis bon également. courage aussi pour cette dernière ligne droite. Et Nous sommes le 26e jour. 26e jour, oui. J'espère que vous passerez une belle soirée. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà, la veillée du 27e jour, c'est quand même Laylatul important. Qadr, oui. C'est une belle escale. Exactement. Voilà, en tout cas, bravo pour tous les jeûneurs, bravo surtout pour toutes ces personnes installées au sud, l'extrême sud de notre Surtout, pays. On a oui. vu le mercure Ils ont monter du mérite, hein, parce qu'il fait au-delà très de chaud. 35 40 degrés. degrés hein, par Oui, endroit. jusqu'à 40 degrés Ils ont du par mérite, endroit. hein. Ils ont beaucoup de mérite, justement. N'oubliez pas, justement, de vous hydrater en soirée. En En tout soirée. cas, on est ravis de vous servir ce matin. Et bien sûr, pour ceux qui aiment les grandes étendues désertiques et aussi cette voie qui a dignement représenté aux plus hautes instances de l'art, je dirais dans le panthéon de l'art universel. Le groupe Tinariwen, bien sûr, s'est fait remarquer depuis des années. Grammy Award à l'étranger, et puis beaucoup de tubes et beaucoup de succès. Donc on va réécouter ce groupe.
Sidi Nadjer et ce groupe mythique qui représente dignement la société touareg. Il s'agit du groupe Tinariwen et nous continuons néanmoins de parler de musique et de celle qui adoucit les mœurs à travers un autre style musical, le chant lyrique entre autres, avec la présence parmi nous ce matin de Imeddine Madadi. Donc bienvenue Imed. Merci pour l'invitation. On est ravis de vous recevoir ce matin. C'est partagé, merci. Voilà, vous n'avez pas dormi, vous êtes intimidé par la caméra. Je suis un peu malade, je suis un peu grippé. Oh mon Dieu, vous oui. avez quand même fait l'effort de venir très tôt le matin. Ouais. On vous remercie pour cet effort. Merci à vous. En tout cas, il faut prendre soin de votre voix parce que Absolument. très prochainement, vous allez la solliciter, vous allez solliciter vos cordes vocales dans un événement quand même à l'international et donc prompt rétablissement. Voilà, j'ai envie de dire. Merci beaucoup. Voilà. Imeddine, vous êtes étudiant en 6e année, donc médecine. Exactement, c'est ça. Voilà, ce qui ne vous a pas empêché de vivre pleinement votre passion depuis pas mal d'années. Mais oui, c'est ça. En fait, j'ai fait les deux en parallèle. Donc, j'ai fait médecine et j'ai commencé en parallèle le chant lyrique. Donc, je me suis lancé d'abord à la radio algérienne et après, j'ai fini par m'inscrire à l'Institut régional de formation musicale. Donc, je finis cette année les deux en fait. Donc la médecine la médecine. Bon, mais c'est pas grave, vous pouvez aussi, je sais pas moi, il y a des étudiants qui bloquent une année par-ci, terminent d'abord un cursus et puis après, voilà, vous verrez, vous avez l'air de bien gérer en tout cas cette carrière et ce fin de cursus à l'IRFM entre autres. Donc voilà, vous avez opté pour le chant lyrique. Est-ce que ce sont vos enseignants qui vous ont un petit peu orienté vers cette voie ou est-ce que dès le départ vous aviez envie, vous avez rêvé de faire de l'opéra par exemple? En fait ça a toujours été un rêve d'enfance. Donc quand j'étais petit j'ai toujours été fasciné par tout ce qui était les chanteurs lyriques, donc Pavarotti et tout ce qui est les chanteurs italiens. Donc non, c'était plus un choix de cœur. Ce ne sont pas vos parents qui appréciaient cette musique, non, c'est vraiment vous. Exactement, c'est ça. Non, mes parents étaient plutôt contre. Ils sont chercheurs, donc ils étaient plus carrière. Donc tout ce qui est études, exactement, c'est ça. Donc ils étaient plus contre le fait que je fasse de la musique. Oui. Mais après, quand ils ont vu que j'aimais ça et j'étais passionné par ça et j'étais bon dans ce que je faisais, ils ont totalement adhéré. Et maintenant, ils m'encouragent encore plus. Ils vous soutiennent. Exactement, on les salue s'ils vous regardent ce matin. J'imagine que maman est déjà face à son écran. Merci à vous. On vous salue, Madame Madidi. Et donc voilà, vous avez de quoi être fière. Et l'Algérie tout entière devrait s'enorgueillir dans la mesure où il a été sélectionné sur un casting serré, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. Donc le casting, les auditions, disons, n'ont pas été faciles. Absolument. Donc il y avait 300 ou 400 personnes qui ont auditionné tout au long de cette année, donc de plusieurs pays différents. Ils en ont sélectionné une quinzaine, donc je fais partie des 15 sélectionnés de 15 pays différents. Voilà, c'est dire que vous faites partie de la crème de la crème. Sur 300, vous aboutissez parmi les 15 gagnants, donc c'est pas mal. Donc c'est ça. C'est déjà pas mal de par cette présence première du genre, il me semble, à ce festival. Absolument, oui. Donc c'est la première fois qu'un Algérien participe dans ce festival-là. La dernière fois, c'était la Syrie qui a représenté le monde arabe. Maintenant, c'est l'Algérie qui représente le monde arabe. Donc voilà, il y a donc 15 pays différents, la France, la Russie, les États-Unis, Sud-Afrique, etc. Et moi, je représenterai en fait l'Algérie et le monde arabe. Le monde arabe, le Maghreb, de manière générale. Ça se passera donc à Moscou. Et le festival, d'abord, voilà, ça s'appelle... c'est un festival qui a pour dénomination, donc, qui est en rapport direct avec le Kremlin, n'est-ce pas? Exactement. Donc ça se passera au Kremlin. Donc ce sera à Moscou, au Kremlin. Et il s'appelle Road to Yalta, donc la route vers Yalta. Et en fait, ça portera sur la culture russe, mais en fait en ajoutant une touche de chaque pays. Donc par exemple, moi je vais chanter une chanson russe, 2 chansons russes, mais en arabe, donc en derja, algérien. Très bien. Donc je vais ajouter ma touche pour représenter l'Algérie. Voilà, c'est ça. On va vous écouter dans un extrait et on va parler justement de cette participation davantage. Absolument. Restez avec nous, mesdames, messieurs. Voilà, c'est parti.
Voilà des images toutes fraîches qui nous montrent notre ami Ahmededdine Madadi en pleine répétition avec justement en arrière-plan ce son de piano qui est celui de son coach quelque part. Hein. Donc c'est Irina qui est derrière vous. Est-ce qu'elle a joué un rôle dans cette sélection ou cette préparation à cette sélection pour vous dans la mesure où elle-même elle est d'origine russe? Exactement, c'est ça. Donc tout a commencé avec l'idée de notre prof, ancien prof accompagnatrice Lalimi Irina, qui est russe, qui est en contact en fait avec la maison russe d'Alger. Donc c'est une maison qui fait en fait des coopérations culturelles avec l'étranger. Donc qui nous a proposé ce festival-là, donc qui nous a poussé en fait à auditionner. Moi et 4 autres collègues à moi qui sont j'allais vous dire nous c'est qui justement? Alors nous c'est en fait moi, Mohamed Yassine Hiawi, Nour Lekaf et Kenza Hafidi. Donc on est 4 chanteurs d'opéra algériens. Donc on a tous auditionné, elle nous a poussé à auditionner et en fait ils m'ont retenu moi à la fin de l'audition. De cette audition, exactement. Effectivement. Mais, félicitations déjà pour ce premier pas, absolument, qui augure justement d'une belle participation, on dira. Absolument, c'est ça. Donc à la fin, ils m'ont proposé de ramener une personne avec moi et j'ai choisi mon cher ami Mohamed Yassine Hiawi, qui est chanteur d'opéra aussi, que je vais, qui va partir avec moi pour représenter l'Algérie. Excellent. Donc, on vous souhaite bon vent à tous les deux. Merci, en fait, rappelons d'abord que vous faites partie du chœur de l'Opéra d'Alger, justement, depuis quelque temps. Depuis combien de temps déjà? Alors, ça fait quelques années. Ça fait à partir de 2017, je dirais. Donc, je fais partie du chœur de l'Opéra d'Alger et aussi du chœur polyphonique d'Alger, avec Zohair Mazari. Très bien. Voilà. Donc voilà, ça vous a donné déjà une petite expérience parce que vous êtes monté sur scène plusieurs fois en qualité de choriste, mais aussi en qualité de soliste, hein, avec des orchestres prestigieux, n'est-ce pas? Exactement, c'est ça. Donc ça fut une incroyable expérience parce que en fait ici l'opéra en Algérie, elle est un peu, en fait elle est pas aussi connue comme d'autres styles musicaux. Donc le fait de pouvoir se produire sur scène en chantant de l'opéra ici en Algérie, déjà je me sens privilégié de faire, de chanter cet art noble. Oui. Voilà. Une belle continuité à nos ancêtres et nos aïeux, donc entre autres Mahidine Bachtarzi qui était un ténor reconnu. Absolument. Et qui a tout le mérite de mettre les premiers jalons justement d'un opéra à travers des opérettes effectivement algériennes, etc. Mais il y a eu aussi Amin Kouider et Bouazara qui ont relancé un petit peu tout cet art lyrique qui était un petit peu en sommeil. En fait, ils ont propulsé l'art lyrique en Algérie et je pense que notre devoir en tant que jeune chanteur d'opéra lyrique ici en Algérie, on doit en fait continuer ce bon bout de chemin qui nous reste à faire. Voilà, je ne sais pas si vous êtes du genre à être très présent sur les réseaux sociaux. On aimerait bien vous suivre comme ça pendant cette expérience. Vous allez découvrir un petit peu Moscou, cette place rouge, et toute cette tradition, tous ces lieux touristiques mythiques. Exactement, oui. Donc je suis plus présent sur Instagram, donc _ahmed.eim. Donc voilà, je vais poster en fait quelques vlogs quand je partirai à Moscou, les répètes, tout ce qui est voilà. Excellent, toutes les émotions que vous vivrez, que vous nous ferez vivre à travers votre page Instagram. Je vous demanderai de la répéter encore une fois. Alors c'est ahmed.eim. Très bien, ahmed.eim, et Ahmed qui sera à Moscou dans un festival international, Road to Yalta, donc du 25 au 2 mai prochain. Exactement, c'est ça. Qui représentera notre pays, mais aussi tous les pays arabes à cette manifestation. Absolument. On est ravis de vous avoir reçu, en tout cas, vous qui êtes étudiant en médecine et qui essayez quand même d'avoir une petite carrière dans le chant lyrique. Bravo pour tout ça. Et voilà, bon vent, bonne chance. Merci à vous. Oui, la matlaqinas تحايدك. Allah يسلمك انت زاده. Ce qui est bien, c'est que تعيد قبل ما تروح. Voilà, c'est ça, c'est le plus important pour moi. Voilà, il y aura toute cette chaleur familiale qui va certainement
vraiment booster vos émotions. Exactement. Et vous permettre d'aller comme ça sereinement. En tout cas, bon voyage. Merci à vous. Et à très bientôt. Merci pour... On verra peut-être au retour ce que cela Inch'Allah, donnera. Inch'Allah, oui. Inch'Allah, bonne Inch'Allah. chance en tout cas. Merci beaucoup. Merci à ceux qui sont avec nous pour ce petit parcours jusqu'à 10h30, on dira. Tout de suite, on va voir, on parle de l'Aïd, et ben oui, justement, les familles se préparent, les commerces aussi se préparent pour recevoir cette fête très familiale. Emel Bouakba, un petit peu, nous parle de ses préparatifs dans son reportage. Voyons un peu son compte rendu et revenons juste après. À quelques jours de la fête de Eid al-Fitr, les familles algériennes s'affairent pour préparer les gâteaux comme le veut la tradition. Ici, les commerces sont pris d'assaut pour l'achat des ustensiles et ingrédients servant à confectionner les différentes variétés de gâteaux traditionnels. On trouve de tout, cela donne vraiment envie de confectionner toutes sortes de gâteaux et perpétuer les traditions. Pas question d'acheter les gâteaux durant la fête de l'Aïd, nous les confectionnons nous-mêmes. J'ai acheté les ingrédients pour la préparation de gâteaux, comme les amandes et les noix. Il y a une importante influence sur les ingrédients servant à la préparation de gâteaux. Tout est disponible. Il y a une grande quantité et variété de produits à des prix concurrentiels. Même si de nombreuses femmes préparent comme le veut la tradition les gâteaux à la maison, d'autres en revanche préfèrent gagner du temps et acheter directement auprès des traiteurs. Nous avons beaucoup de commandes. Nous avons déjà préparé une grande quantité de gâteaux. Je suis une femme au foyer, mais je préfère acheter chez cette artisane. Elle fait de bons gâteaux. Nous avons une clientèle variée. Ces derniers jours de Ramadan, le travail s'intensifie. Nous commençons vers 8 h du matin jusqu'à 16 h et nous reprenons après la prière de l'Isha jusqu'à minuit. Les commerces et les professionnels de la gourmandise redoublent d'efforts pour répondre aux commandes croissantes. Mais la confection de gâteaux reste avant tout un plaisir pour célébrer dans la joie et la douceur l'avènement de la fête de l'Aïd. Mais avant d'arriver justement à cette fête de l'Aïd, mesdames, messieurs, on va parler encore de toutes ces bonnes volontés durant le mois de Ramadan, entre autres celle de nos médecins. Et oui, aujourd'hui représentés par Sihem Hamrani, donc chirurgien pédiatre. On est ravis de vous recevoir ce matin. Vous exercez auprès de l'EPH, donc établissement de proximité hospitalier, donc Ali Bouzid, c'est une annexe de Bertraria. Voilà, Bertraria qui est connu comme étant un hôpital dédié à la pédiatrie essentiellement. Bien sûr, il y a énormément de spécialités, mais une vocation particulière pour la petite enfance. Voilà. Particulièrement, oui, parce qu'en fait, on a deux services, le service de pédiatrie et le service de chirurgie infantile. Donc, je fais partie. Vous faites partie de ce service qui est très sollicité, comme tous les services de chirurgie pédiatrique à travers le pays, n'est-ce pas, en ce mois de Ramadan? Voilà, on fait pas mal de chirurgie. Donc, on n'est pas spécialisé spécialement dans la circoncision. Oui. On fait tout ce qui est chirurgie digestive, chirurgie néonatale, orthopédique, voilà, toutes les spécialités urologiques, on fait beaucoup. Mais l'ambiance change totalement durant le mois sacré de Ramadan, notamment après le 15e jour, parce que les familles algériennes ont coutume de circoncire leurs enfants pendant cette période en particulier. Donc, ça reste un rituel, donc ça reste culturel chez nous, où on préfère faire la circoncision quand même au mois de Ramadan. On en reçoit aussi au Mawlid Nabawi Sharif, mais beaucoup plus particulièrement au mois de Ramadan. Donc c'est vrai qu'on fait les circoncisions sur les 365 jours de l'année, mais on est très sollicité ce mois-ci. Donc ça a démarré chez nous il y a pratiquement une dizaine de jours, où on fait jusqu'à... Avec une moyenne de combien de circoncisions par jour? Donc il y a deux services à Bertraria. Donc là, il y a le service de chirurgie infantile et le service de chirurgie viscérale. Donc c'est en moyenne une cinquantaine pour chaque service, donc on peut parler d'une centaine de circoncisions. C'est énorme par jour. Voilà, c'est énorme. Ça reste énorme. Voilà, c'est pour ça que j'ai tenu à mettre en avant le fait que ce soit culturel, effectivement. Voilà. On peut pratiquer la circoncision tout au long de l'année. D'ailleurs, on est traité comme des rois quand c'est au cours de l'année. C'est d'autres circonstances. Voilà. Ça, mais pendant ce rush, on dira, parce que quand même,
une centaine d'interventions par jour, c'est beaucoup. Dans d'autres circonstances. Ceci dit, c'est que ça reste quand même bien codifié, où l'examen clinique est bien fait avant, on fait un bilan préopératoire, on vérifie. C'est vrai qu'on prend peut-être un petit peu moins de temps, mais... Mais vous faites votre travail jusqu'au bout, voilà, effectivement, j'imagine. Il y a toute une équipe qui est mobilisée, enfin c'est pratiquement tout le personnel de l'hôpital qui est mobilisé, que ce soit le chirurgien qui fait son acte, l'équipe de stérilisation, les instrumentistes, les jardinières qui sont là avec nous au bloc. Enfin, et tout le monde prend des kilos pendant le mois de Ramadan parce qu'il y a beaucoup de gâteaux qui fusent. Oui. Beaucoup de friandises, beaucoup de gâteaux, beaucoup d'ambiance particulière. Oui, particulièrement. Oui. Bon, même en dehors de Ramadan, dès qu'on fait une circoncision, il y a une tambina qui arrive, il y a des gâteaux qui arrivent. Voilà. Et bonjour les kilos. Voilà, en tout cas, on vous salue tous comme vous êtes en tant qu'équipe chirurgicale. Et bien sûr, on n'oublie pas les anesthésistes, les infirmiers qui travaillent autour de vous, toutes ces personnes qui sont armées de bonne volonté pour que l'opération circoncision se déroule au mieux. Voilà. Alors justement, vous avez parlé, docteur, juste avant de la préparation. Vous avez toujours insisté en tant que médecin sur l'examen clinique qui précède cet acte chirurgical, parce que c'est une opération à part entière. Oui, c'est un acte chirurgical à part entière qu'on ne doit pas banaliser. Ce n'est pas la circoncision qui se faisait chez le coiffeur en le temps. Oui, avant. Voilà, il y a un examen clinique qui doit se faire. Normalement, c'est une semaine avant la circoncision, mais dans les circoncisions en masse, on le fait un quart d'heure avant la circoncision. Donc, oui, j'imagine que certains parents oublient ce détail et ils sont rappelés à l'ordre. Voilà, ils ramènent l'enfant. Dès que vous dites non, on ne peut pas le faire, donc là, ils sont tristes. Mais docteur, on a préparé la fête, on a préparé... Mais voilà, il n'y a pas le bilan. Il n'y a pas le feu. Il n'y a pas le feu. Donc, parfois, c'est des anomalies du bilan. Soit c'est une anémie, un TP qui est allongé, un TCK qui est allongé, enfin, un TP qui est diminué, un TCK qui est allongé. Donc ça, là, ça on rend a peur des hémophilies, des thrombopénies. Donc, la circoncision est systématiquement recalée, donc, reportée plutôt. Et sinon, parfois, c'est l'examen clinique lui-même qui nous interdit de faire la circoncision. Verge en fuit, palmure de verge, hypospadias qui doivent être programmés sous anesthésie générale, ultérieurement, parfois après l'âge de la marche. Et, voilà. En tout cas, voilà, pour ceux qui se préparent pour l'année prochaine au moins et qui nous regardent ce matin, savent à quoi s'en tenir. Il vaut mieux consulter bien avant. Consulter bien avant. Vérifier l'état de santé de son enfant, voir s'il est éligible à cette acte chirurgical ou pas. Voilà, tout à fait. La circoncision, donc, qui arrive après toute une batterie de vérifications et de bilans, etc. Donc, ce sont des gestes qui sont en faveur de la santé de cet enfant, n'est-ce pas? C'est pour prévenir un petit peu certaines infections. La circoncision, c'est loin d'être un geste esthétique. Bon, on parle de geste esthétique, mais au fait, on l'appelle tahara en arabe, c'est propreté. Purifier. C'est pour purifier. Donc, en cas d'infection urinaire, au premier épisode d'infection urinaire, on doit faire la circoncision chez le petit garçon, d'accord? Donc, ça permet de purifier tout ce qui est smegma, infection locale. Voilà, d'où le terme tahara dans notre religion. Voilà. Et donc, voilà, vous avez parlé d'anesthésie générale. L'idéal, c'est de la pratiquer finalement sous anesthésie générale. C'est moins traumatisant pour l'enfant. Dans ma propre consultation, en dehors de la vague du 27e jour, du 15e jour, du mois de Ramadan, voilà. À partir de 2 ans, on fait la circoncision sous anesthésie générale. Donc, c'est une sédation avec une anesthésie locale. Donc, il y a une association des deux. Et généralement, l'enfant, il sort tout content, tout souriant. Il ne se rappelle même pas. Donc, quand je le revois une semaine après... pour lui, c'est bon. Tout va bien. Tout s'est bien passé. Il ne se rappelle même pas. Parce qu'il y a le traumatisme en moins. C'est ça. Il y a le traumatisme en moins. Et c'est bien ça, c'est bien.
C'est bien, ça Quand on a évite les pendant la conditions fête tous les favorables, pleurs là, voilà. parce que souvent les jeunes circoncis donc sont Ils gardent le circoncisés, ils gardent souvenir comme quand ça le même. souvenir de ce geste. Donc pendant que tout le monde festoie, eux ils sont en train de pleurer. Voilà. Et voilà, malgré c'est une fête pour malgré la les famille. cadeaux, malgré la tenue, malgré ils sont toujours là à dire oh non c'est pas vrai. Oui, oui, tout à fait. J'ai mal. Tout à fait. Voilà, donc en tout cas, on félicite toutes les familles qui sont passées par cette circoncision en ce mois de Ramadan. Et puis, on vous souhaite bon courage pour les mamans et les papas qui s'apprêtent à le faire aujourd'hui. Donc, j'imagine que vous êtes mobilisés toute la journée en tant qu'équipe. Moi, ouais. je suis là. Oui, vous êtes là, mais vous allez D'accord. rejoindre le peloton, Voilà, j'imagine. voilà, tout à l'heure. Oui. Donc, généralement, ça commence à 9 h du matin. Bon, on en a pour une cinquantaine, 70 patients. Parfois, c'est un petit peu plus. Hein. Franchement, le nombre d'aujourd'hui, je ne sais pas combien. Et c'est là où votre passion intervient, parce que c'est vrai que c'est un métier pénible. On ne le dira jamais assez. Choisir donc d'être chirurgien, déjà, ça a tout le mérite quand on est chirurgien, mais quand on est chirurgien pédiatre, c'est encore c'est particulier. Plus particulier. C'est particulier. Les parce enfants qu'en ne fait, s'expriment pas dans tous voilà, les cas. Eux, ils ne s'expriment pas. Donc, déjà, quand on doit gérer l'enfant, on doit gérer les parents. Donc, généralement, ils sont dans un état de stress, de peur, et donc on doit apporter le soutien qu'il faut. Vous devez des explications aux parents, vous devez décoder un petit peu cet enfant qui n'est pas toujours très loquace ou qui n'est pas encore au stade de la parole. Tout à fait. Oui. Il y a un soutien psychologique normalement qui doit se faire un petit peu avant. Et voilà, généralement ça se passe bien. Oui, mais pour dire quand même, ça se passe bien. En fait, il faut aimer ce qu'on fait. Voilà. Une fois qu'on aime ce qu'on fait, on arrive à avoir une certaine empathie avec l'enfant. Même si c'est un enfant, on arrive à avoir une certaine empathie et le retour est positif. Au-delà du sermon d'Hippocrate, effectivement, vous êtes là parce que d'abord on est algériens. Oui. Les Algériens, ils ont tous le cœur sur la main et Hnen, ils sont très, très avenants avec leurs patients. En tout cas, on salue à travers vous toute une corporation. Donc, ces médecins, ces chirurgiens pédiatres qui sauvent des vies au quotidien. Donc, je sais que vous n'aimez pas trop le dire, mais nous, on est là et j'aimerais rajouter cette couche et dire combien noble est votre mission. Merci beaucoup. Merci. En tout cas, j'espère que vous aurez droit à beaucoup de moments de bonheur en cette journée du 27e jour, la veillée du 27e jour. Donc, c'est là où c'est le pic. C'est assez particulier. Voilà. C'est vrai que la matinée, quand on commence, on est un petit peu stressé par rapport au nombre et tout, mais à la fin, c'est tout un bonheur. Hein. Franchement, à la fin de la journée, ah oui, c'est le dernier, c'est tout un bonheur. On est content de ce qu'on a fait. Alhamdulillah. Voilà. Eh ben, bravo. En tout cas, dans ces moments, vous avez aussi des surprises. Il faut gérer le stress, vous disiez, des parents, mais aussi parfois la déception de certains parents qui ne peuvent pas accéder à cet acte chirurgical, qui doivent tout annuler par rapport à la célébration, dans la mesure où on découvre malencontreusement des anomalies assez graves des fois. Ils sont branchés directement en consultation. Déjà, le fait de les brancher en consultation à notre niveau et tout, ça les rassure. Ils se disent, oui, on est entre de bonnes mains, on est entre des spécialistes et tout. Bon, mais je parle des parents qui découvrent une pathologie, donc par exemple l'hémophilie, qui parfois se révèle à ces moments-là parce qu'il y a une petite hémorragie par-ci ou par-là et on découvre qu'il y a un problème. Oui, il y a un diagnostic qui se pose. Donc, c'est une découverte, c'est une nouveauté, c'est un changement au sein de la famille. Et puis après, l'adaptation, elle vient au fur et à mesure. Voilà, on souhaite quand même un prompt rétablissement à toutes ces personnes. Inch'Allah. Et voilà, merci infiniment d'avoir témoigné ce matin, d'avoir parlé du métier de chirurgien pédiatre. Voilà. Merci infiniment. On vous souhaite bonne chance pour cette journée, ce pic du 27e jour. Et puis, merci beaucoup. Donc, voilà. À très bientôt. À très bientôt. Donc, Siham Hamrani, vous êtes chirurgien pédiatre, je le rappelle, et vous exercez auprès de l'EPH, établissement de proximité hospitalier, donc de Birtraria. Merci infiniment. Merci à ceux qui ont eu la patience depuis ce matin d'être avec nous et qu'on sert ce matin avec grand plaisir. Tout de suite, on va vous permettre de visiter la Casbah à travers ces mosquées, ces anciennes mosquées. C'est un reportage de Sophia Chouban qui nous permettra justement de préparer le terrain pour notre prochain invité. Restez avec nous.
Voilà, nous sommes ravis de vous présenter une autre dame, un autre visage parmi justement toutes ces personnes animées de bonne volonté et qui ont cette fois-ci un intérêt particulier pour les personnes en situation de handicap. Ce porteur justement de la trisomie 21 en particulier, et j'ai nommé là Madame Samia Lamara. Elle est psychologue, elle est aussi créatrice et fondatrice d'une jeune académie créée en 2020 et elle témoigne aujourd'hui d'une très belle expérience qu'elle vit actuellement avec les jeunes porteurs de trisomie 21. Bienvenue avec nous, Madame Lamara. Merci pour l'invitation. Voilà, donc on voulait aussi mettre en relief, c'est vrai que tout le monde participe à ces tours collectifs, tout le monde essaie d'aider les démunis pendant ce mois de Ramadan. Mais bien sûr, il y a une frange de la société à qui il faut accorder une attention particulière tout au long de l'année, y compris en ce mois de Ramadan, et c'est ce que vous faites. Tout à fait, elle a un droit de regard quand même. Et honnêtement, l'idée m'est venue, je suis dans le mouvement associatif depuis bien des années, mais l'idée m'est venue quand on avait organisé au mois d'octobre un séminaire sur la trisomie 21 et spécialement concernant surtout les mamans, les nouvelles mamans qui ont eu qui viennent d'avoir le diagnostic ou qui tout viennent d'avoir un bébé diagnostiqué de la sorte. Qui sont certainement livrées à elles-mêmes, qui ne savent pas quoi faire, qui ne savent pas où aller. C'est pas évident de recevoir le choc et le traumatisme de cet enfant, enfin de cet état, je dirais. Et puis, lors du séminaire, j'ai eu beaucoup de mamans qui étaient présentes et qui avaient quand même des enfants, enfin des jeunes hommes et des jeunes filles qui avaient un certain âge et qui ont justement parlé de ne pas savoir où les mettre, arriver à un certain âge. Et je me suis dit, pourquoi pas Il n'y a pas suffisamment d'activités d'institutions pour ce type de personnes. Ce qui est important de dire, c'est qu'il n'y a pas une ouverture vers la formation professionnelle qui puisse leur permettre justement d'aller plus loin peut-être quand il y a une insertion scolaire, d'aller plus loin que la scolarité, absolument. Pouvoir faire une formation qui puisse leur permettre déjà d'exister, j'ai envie de dire, tout simplement. En fait, il y a des associations qui ont pensé déjà à cet aspect, mais elles sont pas nombreuses, effectivement. Il y en a. Sur l'algérois, il y a une inclusion de ce type de personnes dans tout ce qui est artisanat, donc travail manuel. Ils fabriquent de très belles mosaïques qui se vendent comme des tout à fait. Actuellement, les trisomiques. Et ils font aussi de très belles choses. Ils ont beaucoup de dextérité. Pour certains, ils sont très manuels. Voilà. Ils peuvent être de bons musiciens aussi. Oui, justement, les associations n'arriveraient pas à couvrir la demande. Donc, il faudrait qu'il y ait beaucoup plus d'institutions qui prennent ces jeunes hommes qui puissent quand même être autonomes. Pourquoi pas travailler par la suite et avoir peut-être une rente et leur permettre une socialisation totale. Ils ont le droit d'avoir cette socialisation et d'exister absolument. Parmi nous, parce que c'est vrai que peut-être que ce n'est pas tout le monde qui peut avoir la facilité et les capacités de suivre certaines formations, mais offrant-leur. Ceux qui peuvent, autant leur offrir quelque chose. Absolument, offrant-leur cette... C'est ce que vous essayez de faire en ce mois de Ramadan, et effectivement, vous essayez de déceler ou de détecter les talents parmi ces jeunes qui ont peut-être des aptitudes cachées, et vous avez choisi d'organiser des ateliers pour eux au sein de votre académie. Tout à fait. Le lancement va se faire ce mardi. Et pour cette première, je voulais que ça soit un petit peu spécial pour eux déjà, introduire ça pour qu'ils aient une entrée en la matière avec l'aide d'une amie qui est artiste peintre.
et pour qu'ils baignent dans un milieu artistique où ils vont se familiariser avec la peinture, la poterie, voilà, des choses. Peut-être découvrir un talent caché, tout à fait, qui leur permettra après d'avoir un moyen de subsistance, qui sait, voilà. Certainement, si un talent se révèle, comme pour certains, ils finiront par avoir, ou alors à défaut, au moins avoir une activité comme ça qui leur permette de sortir de cette oisiveté ou de cette marginalisation. Ils sont pour la plupart, c'est-à-dire dans une totale inactivité. Et donc leur offrir un espace où il y aura peut-être, j'essaierai quand même, avec l'aide de toute une équipe quand même, de leur offrir une palette on va dire, de spécialités par des ateliers auxquels ils vont participer. Et puis, on va voir les tendances de chacun, les préférences. Absolument. Donc, c'est une belle aventure qui commence pour vous avec ces enfants, parce que c'est vrai que c'est une école, tout ce qu'il y a de plus classique que vous avez. Mais là, réservez l'espace et profitez de cette petite ouverture, la possibilité d'avoir des ateliers dans une école. Et vous essayez aussi de participer à votre manière à cette aide sociale. Alors, donc, ce sera à partir de ce mardi. De ce mardi. Voilà, et ce sera un rendez-vous qui... On va dire hebdomadaire. Tous les mardis. On va quand même commencer par les plus jeunes parce que j'y tiens. Et puis la deuxième partie de l'atelier sera consacrée aux adultes. Pour ce lancement, il y aura bien sûr... comme je le disais, mon amie Madame Majda Ben Chaban, qui est artiste peintre et psychologue aussi. Donc ça sera une séance où les jeunes vont faire de la peinture. Elle va leur procurer une ambiance, très soft, voilà, pour... Elle va leur donner envie, en fait, de goûter à la couleur. J'espère bien, certainement. Dans la mesure où c'est une personne passionnée, dans la mesure où aussi elle a une autre casquette, celle de la psychologue, parce qu'elle est artiste peintre et psychologue, un petit peu comme vous. Vous avez deux facettes, celle de l'enseignante et puis celle justement de la psychologue qui connaît parfaitement un petit peu les difficultés de par son expérience personnelle, parce que vous avez un enfant atteint de trisomie 21. Exactement. Et c'est de là où, c'est-à-dire, apprendre dans les livres, c'est une chose, mais quand on vit quand on vit la chose, c'est beaucoup plus c'est une expérience à part. C'est une expérience à part où c'est vrai que beaucoup de gens me disent tu es quand même impliqué. Mais moi, j'ai envie de dire non, c'est ça la vraie école finalement. On apprend vraiment c'est-à-dire dans le tas, et on voit les difficultés qu'on a nous-mêmes traversées, et les mamans qui sont autour de nous, les parents qui sont autour de nous. Je dis maman parce que souvent, c'est les mamans qui sont plus proches face à leurs enfants, et qui sont peut-être toujours au-devant des choses quand il s'agit de... Oui, j'imagine que c'est beaucoup plus difficile à l'enfance, la petite enfance. Vous êtes passé par là, vous dites, parce que votre Mohamed Amin, qu'on salue s'il nous regarde ce matin, on dit qu'on salue ce matin, à 17 ans aujourd'hui, et bien sûr, c'est un jeune homme qui est très épanoui grâce à ce que vous lui avez apporté. Alhamdulillah. Mais beaucoup d'entre eux n'accèdent pas à un enseignement complet, donc ils interrompent. C'est-à-dire leurs études sont interrompues à un moment donné, ça crée des petites frustrations au sein de la famille, n'est-ce pas? Oui, beaucoup de frustrations, parce que en fait, quand la fratrie, je vais vous citer un exemple tout simple, à la rentrée des classes, comme généralement ils n'ont pas, Mohamed Amin a pratiquement toujours été scolarisé, mais beaucoup d'entre eux ne le sont pas. Et donc, quand il y a la rentrée scolaire, il y en a qui sont à la maison. Voilà, ils ne peuvent pas rejoindre les bancs de l'école. Et ça crée vraiment une frustration. C'est difficile à vivre. C'est très, très difficile à vivre quand
quand on est face on n'a pas à de cette réponse réalité. à apporter à cet enfant, Tout à fait, effectivement. tout à fait. Mais voilà, c'est pour ça que c'est très noble ce que vous faites en leur, voilà, justement pour leur offrir cet environnement particulier, la possibilité d'exister, la possibilité de s'épanouir à travers des ateliers. Donc, est-ce que ça concerne tous les âges? Est-ce que voilà, les ateliers s'articuleront comment? Oui, bon, on va commencer quand même par les tout petits. Bon, tout petits, c'est-à-dire ça sera à partir de 7-8 ans quand même, jusqu'à, disons, 12, 14, 15 ans maximum. Et puis, ça sera le tour des plus adultes, un peu plus âgés. Et ça pourrait aller jusqu'à peut-être 24 ans. Voilà. J'ai envie vraiment de toucher une tranche d'adultes qui pourrait éventuellement, pourquoi pas, par la suite, aller vers des CAT ou des... Très bien. Voilà. Voilà, on va dire le lieu aussi, hein, parce qu'on ne l'a pas cité depuis le début. Donc, c'est Upsilon Academy. Ça se trouve où pour ceux qui nous regardent ce matin? C'est à Djenas Ferry Belkhadem. Voilà, c'est à Djenas Ferry Belkhadem. Donc c'est accessible. Voilà, et puis il y a la page sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, Upsilon Academy, et on pourra, bien entendu, il y a les numéros de téléphone. On pourra renseigner toute personne qui... Voilà, et toute personne qui nous regarde ce matin, qui connaît justement dans son environnement une personne atteinte de trisomie 21, ou alors une personne justement qui a parmi justement ses enfants un enfant justement porteur de trisomie 21, ben voilà, l'adresse est donnée, donc c'est Upsilon Academy, ça se trouve à Bir Khadem, mais Voilà. j'espère qu'ils seront nombreux et puis, il y a à pas que les rejoindre ateliers. cette belle aventure. Et puis il n'y a pas que les ateliers, il y a aussi l'accompagnement des mamans, des parents, en l'occurrence, des parents. Et c'est-à-dire que le projet va toucher, c'est vrai qu'on a commencé par les enfants, mais le projet va être un petit peu étendu puisque la demande elle est là et le besoin il est là. Et plus il y a de guidance parentale, plus il y a j'ai envie de dire, de contenant pour les parents, plus ça va les rassurer et ça va les aider à mener à bien leur mission, parce que c'est une mission qui est quand même assez noble. Absolument. Et voilà, Rabbi qaddarna, Inch'Allah. Absolument. En tout cas, bon courage, bon vent pour tout ceci. J'espère que les ateliers de votre académie connaîtront un franc succès pour ce qui relève de cette noble mission, justement, celle d'offrir un espace artistique aux enfants atteints de trisomie 21. On s'excuse pour les petits parasites de son. Hein, là, il y a un petit téléphone qui traîne dans le studio et voilà, qui vient de s'éteindre. Alhamdulillah. Alors voilà, on souhaite bon vent pour tout ceci. Merci beaucoup. Coup d'envoi demain, c'est à quelle heure? C'est à 13h30. 13h30. Inch'Allah. Voilà. Donc demain, mardi, à 13h30, vous pourrez, si vous avez justement, vous faites partie de cette frange de la société, donc vous aurez le droit de participer à ces ateliers. Marhaba bik, en tout cas, encore une fois. Merci beaucoup. Je rappelle à Madame Samia Lamara que vous êtes psychologue. Et en fait, votre parcours est assez atypique. Hein, tout à fait. L'enseignement, la psychologie. Et bravo pour tout ceci. Vous êtes courageuse, je dirais. Merci beaucoup. Voilà, on vous souhaite beaucoup de courage pour la suite. Et puis, merci. Inch'Allah, également. Et on se quitte en chanson, madame. Voilà, cette chanson vous est offerte, vous est dédiée à vous et à tout l'ensemble des bénévoles qui activent, toutes ces bonnes volontés qui œuvrent
Cette dame à la voix suave également, qui a marqué les esprits durant ce mois de Ramadan, elle est rentrée chez vous par le biais du petit écran à travers ce rôle campé, donc Houriya dans Damma. Justement, il s'agit de Rim Takouch qui nous fait l'honneur justement ce matin de parler de son expérience dans ce nouveau feuilleton qui cartonne. Et justement, voilà, c'est un franc succès pour Mouzaham Yahya, le réalisateur, qu'on salue ce matin. Bienvenue Rim Takouch. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour Algérie, l'Algérie. L'Algérie à travers le monde, on dira, entier. parce qu'on est sur satellite à Canal Algérie. Donc vous êtes regardés, j'imagine, de partout en ce mois de Ramadan, parce que par nostalgie, les Algériens sont accrochés à leur chaîne favorite. Donc, et c'est vrai qu'ils essayent de découvrir, de revoir leurs comédiens, de revoir cette vie algérienne. Et justement, Damma, et ce feuilleton qui a permis de réconcilier l'Algérien quelque part, c'est ce que disent les critiques, avec cette algérianité, avec justement ce langage algérien, ce vécu algérien. Le plus important, c'est que la télévision algérienne a pu d'être la paix avec le spectateur algérien. C'est ça le plus important cette année, parce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup de productions. Et ils étaient, pour moi, c'était un succès aussi, parce qu'il y avait de l'actualité récente, et c'est ça ce qui a fait le buzz, je pense, et surtout Damma. Oui, il y a eu beaucoup de concurrence, mais c'est vrai que vous vous êtes démarqué dès les premiers épisodes. Voilà, les vues sont montées, voilà, petit à petit, jusqu'à atteindre quel taux maintenant? Je pense que c'est 200 millions. Je pense c'est 200 millions parce que عندها 2 semaines كانت 122 millions. Et je pense que maintenant زادت. Et c'est ça la réussite, parce qu'on avait besoin que nos films algériens y bannent. Et surtout que cette année, Damma, elle a pu pour la première fois دخلت المسابقة الرمضانية تاع العرب. Oui. Et elle est classée la première. Et c'est pas donné. Et en plus, ce feuilleton parce qu'il représente l'Algérien aussi. C'est son identité, on le voit, c'est le quotidien Tao. Et c'est pour ça, je pense qu'il a fait le buzz. Et c'est quelque chose qui ne représente pas. En fait, même s'il y a aussi le vécu dans les villas, et il y a des familles aisées, il y a aussi cet aspect, mais c'est vrai que là, on est rentré au cœur des quartiers populaires algériens. Vous êtes allé vraiment en profondeur en parlant de thèmes tabous, vraiment ça a soulevé des polémiques d'ailleurs en ce mois de Ramadan. Bien sûr, parce que quand on parle, si je parle de l'Algérie, je peux pas parler je peux pas ne pas parler de Bab el-Oued. Oui. Parce que Bab el-Oued, c'est nous, c'est l'Algérien. C'est pas parce que li aïchin bak fi Bab el-Oued. Bab el-Oued, c'est notre identité algérienne aussi. Et le thème qui a fait tabou, c'est le thème de la drogue. Le premier, c'est la drogue, et la deuxième, c'est notre patrimoine. Qu'il est en train de... Et c'est ça, c'est 2 thèmes très très importants. Absolument. Et pour moi, c'est le tabou, et c'était le moment, parce qu'on dit que le danger, il est là pour nos enfants. Le patrimoine, il est là pour l'Algérien. La preuve, quand je prends le bracelet Hadek, l'Ichofo, il dit que Meisouach Kamel. Mais la valeur Tao, elle était très 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 grande. Et c'est ça, je pense que le tabou Hadek, c'est le thème que le scénario Hada, il a travaillé sur ce thème parce qu'on n'a jamais pu faire ce genre de tabou. Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on a effleuré le thème, mais là, le public a vécu en profondeur au sein d'une famille. Une famille donc qui aurait pu exister. Et elle a existé. Ce type de famille ont existé. Donc, d'où le talent de cette scénariste que vous avez beaucoup appréciée, avec qui vous avez composé, qui vous a suivi sur les lieux de tournage. Oui, et ce qui est bien, c'est qu'avec ce feuilleton, la famille algérienne, elle a pu se réunir entre eux dans un salon. Ils voient tous un film ou le feuilleton Hadek sans rien du tout, parce que même le Hadra, elle était étudiée. Et c'est ça, je pense, qui a fait le buzz. Où la scénariste, elle a pu la preuve, mon personnage,
que j'ai interprété de Houria, c'est le plus important pour moi, c'était de donner hommage à toutes ces femmes algériennes, les femmes qui souffrent, les femmes les femmes veuves, les femmes qui tout le temps avec Manta. On n'a jamais pu donner avec la valeur de la femme. L'Algérienne est une femme battante au quotidien. Oui. C'est ça. Et moi, je voulais rendre un petit hommage à ça. Quel que soit le milieu social, quel que soit le milieu social, le vécu est pratiquement le même. Et c'est ça, je pense qu'on voyait tous, Houria, c'est la femme algérienne. La femme algérienne, voilà, dans toute sa splendeur, on dira, son combat au quotidien, sa force, sa foi, oui, sa foi, sa fragilité aussi par moments. Oui, mais elle n'a pas le droit d'être fragile dans ces conditions. Et on la voit tout le temps, elle se bat pour ses enfants, pour son foyer, pour sa vie. Il y a quelques années, vos fans vous appelaient Hanan Imra'a dans la rue. Ouais. J'imagine que maintenant ils vont vous appeler Houria, non? Non, ils vont pas ils m'appellent. Ça y est, c'est déjà le cas. C'est Hollywood. C'est une invention, c'est incroyable. Hollywood, c'est ça. Ça fait plaisir, oui, ça fait plaisir parce que la réussite, si tu fais le public, quand je sors, ils disent ouf, enfin. Déjà توحشناك في les écrans madame, mais maintenant quand on voit le film c'est notre identité, c'est nous, c'est qu'on voit, c'est vrai qu'on a beaucoup de problèmes que شغل هذه يشوفوا روحهم ما يكذب عليك باش يقول لك باللي le problème تاع la drogue elle est là avec nos enfants, c'est un très grand problème. Oui, il faut le résoudre aussi. Voilà, et vous incarnez justement cette lutte acharnée des parents, vous surveillez de très près vos enfants et pourtant ils n'ont pas échappé au fléau malgré votre vigilance, parce que on vous voit dès les premiers épisodes, vous êtes là, vous tapez le petit là qui dérive, en tout cas on va voir. On a vécu on va voir une action justement dans ce sens et on revient juste après. هذا الشيء تقلقيش روحك صبري حتى تشوفي وليدك وتسمعي منه وتعرفي واش صرا بيناتهم ما تقلقيش روحك ما تقلقيش ان شاء الله يا ربي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بالوعد برك وبلال متاعك وين هو الصلاة؟ قالوا لي جاو لابوليس ورا بلال قول لي ورا بلال ورا خوك دوك تديني ليه يصبر خليني نفهم يقتل حمزه اللي وقف معاه ورباه وكبروا خويا ما قتل خويا ما قتل اسكت خويا جامي قتل خوك قتال وقتل وانت على بالك ما قتليش على بالك خويا جامي قتل ولا بوليس علاش جاتني لهنا وعلاش جات الجيران كاع على بالهم عمرك الجيران والحومه كاع على بالها واش ربيتي واش ربي لا ما قصدش يقتلوا اسكت كي داكي خوك كذابين كرهت منكم انا كاع كرهت منكم انت خوك كيف بزاف عليا بزاف انت دخلت الحبس وصغير ودوك خوك تزيد يدخل الحبس بزاف يا ربي بزاف قتلتوني علاه هكذا وعلاه دوك راح تجيب لي خوك دوك Une charge émotionnelle très forte dans ce petit extrait justement qui en dit long sur ce rôle que vous avez campé dans Damma. Donc cette femme courage, cette femme qui se bat au quotidien et malgré tout, donc elle fait face à ce fléau de la drogue, à ces trafiquants qui sont dans son quartier, dans son environnement direct et qui continuent de lutter et d'offrir le meilleur à ses enfants et malgré tout, le sort la rattrape. Effectivement. Cette séquence, sincèrement, moi, je la vois en tant que Rim, pas en tant que Houria. Moi, je vois Houria dans le personnage. Je vois que toute cette souffrance de la femme algérienne, elle est là, dans ce rythme, comment elle était en train entre l'amour, la peur, l'angoisse, c'est ça. C'est qu'entre le passé, tu as son frère, son fils plutôt, elle va revivre la même situation, la même douleur que... Et c'est ça, on la voyait, et le rythme, il était changé. Ce que je voyais, Houria, c'est une personne, elle a incarné vraiment son rôle, parce que je parle de Rim. Maintenant, je parle autant que Rim. Vous êtes habité encore par Houria, je le sais. Un peu, oui, j'essaie de sortir de Houria. C'est pour ça que maintenant, quand je vois la chose, c'est autrement. Mais c'est vrai, le passage, il te montre la femme algérienne. Il y a de l'amour, il y a de la peur, il y a tout ça. Il y a son fils, un deuxième, qu'est-ce qu'elle a rien fait dans sa vie, pourquoi toute ce malheur
qui tombe sur Oui, elle. absolument. C'est injuste, c'est comme si que la vie, elle est injuste pour elle. Effectivement, donc c'est vrai qu'on vous voit frapper votre fils, mais c'est un petit peu pour dire l'intensité de tous ces sacrifices accumulés au fil des ans, parce que voilà, vous subissez des choses étant jeune, pendant votre mariage, vous subissez encore dans ce film le veuvage et l'incarcération de ce petit enfant donc, qui est encore en pleine innocence et qui se retrouve écroué donc après un geste voilà, et c'est ça, extrême. c'est qu'on voit que Houria, elle se bat au quotidien. La femme algérienne, elle est comme ça, la pauvre. C'est que le premier qui confie le bébé, le deuxième, l'angoisse, c'est la peur, الوجع تاع le bébé ومن بعد كي يخرج ومن بعد كي يتربي ومن بعد كي يتكبر ومن بعد كي يتقري ومن بعد كي يمرض ومن بعد كي يزوجوه, mais elle est toujours la femme لهنايا au quotidien. Et à la fin, malheureusement, je voulais faire cette chute, c'est qu'à la fin, malheureusement, c'est que les enfants تاعها مع الاخر يقول لها يا العجوز ça va. C'est que l'adjouse, même pas maman ou la moi que je trouve que ça c'est vraiment. C'est ingrat de la part des enfants. Et je voulais donner, avec moi-même, je voulais donner cette image. C'est qu'il n'est jamais trop tard, c'est que la maman, elle reste toujours la maman et c'est elle le pilier de la vie, si on peut dire, parce que c'est la maman, il n'y a plus rien. La papa, c'est vrai que c'est un pilier en soi. La maman, on la voit في الquotidien تاعها مسكينة et à la fin le résultat c'est rare وين واحد يستعرف بلي وي يما ولا عرضت لي ولا هذاك يرفدها كيما رفدته بيبي كيما يرفدها هي كانت كي تكبر. Il y a des scènes très touchantes dans ce film, donc où l'on voit Biouna aussi, avec entre autres Mustafa Al-Aribi, dans des scènes incroyablement sensibles et très très fortes. Donc des scènes où vraiment il y a ce rapport enfant-maman, donc mais différemment vécu. Effectivement, c'est une distribution incroyable. Biouna Bou'alam Bennani, Mustafa Al-Aribi, Rim Takoucht, voilà. Absolument. Donc Ababsa et puis Hassan Benzirari, Abdelkarim Derraji, Mourad Khan, Souha Oulha aussi qui a travaillé dans cette mafia, donc dans le film, qui a interprété. Elle est sortie un petit peu de ses rôles habituels, Souha. Donc elle est dans une mafia. Abdelkarim Berber aussi, Driss Ibrahim et tant d'autres. Donc une distribution incroyable. C'est ça, ce que j'ai aimé, le réalisateur, il a su comment ramener les comédiens qu'elles sont tout faits, elles sont prêts. Oui. C'est des personnages eux-mêmes. Quand on voit nos enfants, c'est des enfants de Bebloued. Et ben, il n'avait pas, même le travail avec eux, c'était pas vraiment, c'était pas aussi dur. Et ça, c'est une bonne vision pour le réalisateur. Oui. Et chaque personnage, c'est lui ce personnage. Oui. Et ça, c'était très très important. Oui, c'était une distribution, je le disais, judicieuse avec ces deux garçons aussi incroyables, Omar Garmoud et Islam Baziz, qui ont incarné Bilal et Raouf dans le film, donc vos enfants. Hein. Et voilà, c'est dire voilà, qu'il y a de la recherche, qu'on a creusé, qu'on a sculpté ces rôles. Et ça, c'est vraiment le scénario signé Bertima, c'est ça, Fatima, Sarah Bertima, qu'on salue si elle nous suit ce matin. Et bravo pour cette œuvre. On vous souhaite une bonne continuité dans ce domaine, en particulier celui de l'écriture. Ouais. Et justement, c'est un langage algérien. C'est une vision purement algérienne, effectivement. Purement algérien. Quand on voit Saliha aussi, qui a bon, كما يقول لك كانت تعاود تجيب لنا الكلمات تاع بكري. الهضره تاع بكري المثال تاع بكري aussi c'était que je salue aussi, elle était très bien dans son personnage aussi. Il y a Mustafa Al-Aribi qui était Ganet aussi, il était génial dans son personnage. Et j'ai adoré aussi Biouna. Il n'y avait pas le texte, mais il avait le regard qui disait tout, l'expression qu'elle était très très forte aussi. Absolument. Les Anaj aussi, c'est Zekia. Elle était bien aussi. Et je salue énormément les techniciens qui étaient avec nous, les ingénieurs de son, les caméramans, les caméramans de l'ISMAS aussi,
très bien travaillé parce que c'était un groupe bien soudé et c'était une équipe Allah يبارك sincèrement. Oui, une grande famille donc du film Dama. Et on voyait des professionnels aussi dans ce أنا عندي بزاف ما خدمتش avec la télévision algérienne من حنان امرأة. J'ai fait des coproductions mais privées mais pas avec la télévision algérienne. Mais هذه الخطرة quand je suis revenue كنا رايحين نلعبوا où j'ai vu les techniciens كنت نشافي عليهم كي كنت صغيرة. C'était génial, c'était des Reda Belazougi entre autres au son donc à la direction du son. que je salue des fois Reda. يقول لك كي يكون واحد un professionnel dans son métier يكذب عليك. C'est que des fois نكون vraiment fatiguée et pour me l'envoyer يقول لي ريم vas-y, il y a ton public qui t'attend. Parce qu'il y avait des scènes très très dures. Il fallait, avec le temps aussi, il fallait terminer vite. La preuve, c'est que le feuilleton, comme la semaine passée, et c'était un marathon, لازم تكملوا. Et alhamdoulilah, toute l'équipe, c'était génial, même كما يقول لك surtout l'équipe que عاود رجعت لهم كما عاودنا تعرفنا عاودنا تراجعنا. Et ça, l'esprit de compétition, l'adrénaline qui monte, vous les connaissez, vous qui êtes championne de natation à la base. Championne de natation, cette adrénaline, et c'est ça, c'est bien quand on a comme ça une échéance, une deadline qu'il faut vraiment atteindre. في l'équipe c'est كل واحد كان يوقف مع خوه معناتها كل واحد يعاون خوه. On sentait هذاك تاع on était des frères et sœurs معناتها qui veut dire l'esprit هذاك familial elle y était. En plus on passait plus de temps في الtournage qu'à la maison. Que chez vous j'imagine parce qu'il fallait assurer. Et pour moi c'était une très très belle expérience parce que déjà le personnage تاعي que j'ai, alhamdoulilah, c'était une expérience nouvelle pour moi parce que c'est moi qui a interprété le rôle à ma manière. C'est que la direction, je l'ai fait toute seule. C'est ça ce qui était, c'était une expérience très très dure. C'est vrai, je remercie le réalisateur qui m'a donné la clé. Après, il m'a dit, tu peux la mettre, tu dois chercher la porte qu'il faut. Tu vois, c'est ça ce qui était bien, c'est que je me suis sentie plus à l'aise et c'était une confrontation avec mon personnage. Voilà, il a su, Mouzaham Yahya, exploiter donc en tant que directeur d'acteur, donc il a exploité toute votre polyvalence et puis toute cette expérience accumulée au fil des ans qui a permis de sortir toutes ces belles émotions qui n'étaient pas faciles à sortir, il faut le dire. Bien sûr, quand tu incarnes ton rôle, c'est ça, c'est que c'est ça ce qui était bien, le personnage de Houria. Et en plus, tu joues avec le rythme, comment tu le donnes, à quel moment tu vas pleurer, à quel moment tu dois rire, à quel moment que le rythme لازم يطيح. Et ça, c'est ça ce qui était bien. Et le film Hadaya, et le problème qu'on a, je pense qui était, c'est que la précipitation Hadaya n'était pas parce que des fois, le scénario, il était en train de changer plusieurs fois. Et ça a donné une petite inquiétude. C'est ce qui est, parce que c'est tout le temps que attends, on va pas faire ça, on va refaire une autre. Vous avez sacrifié quelques petites scènes. C'est ça, c'est malheureusement parce qu'il y avait le problème du temps, elle était faire vite et voilà. Mais le résultat est là, en tout cas. Le public vous a accompagné, donc les téléspectateurs ont carrément vécu ce feuilleton au quotidien avec vous et ils ont réagi à travers justement la toile. Et la réussite fait Hadia, c'est que le feuilleton c'était prévu à 9h, il est passé à 10h, mais c'est tout le téléphone n'a pas arrêté. Alors j'imagine. Mais c'était alhamdoulilah je relais que tu فرحي parce que c'est tout le monde qui attend la dernière partie de Dama. Et voilà. Oui, en tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui, Rim Takoucht. On vous adore à Canal Algérie. Et puis voilà, pour ceux qui ne le savent pas, donc elle a justement, elle est en passe justement de nous représenter à l'étranger prochainement, mais dans le domaine du théâtre. Donc c'est une autre passion. Voilà, c'est Noir dans l'espoir, un monologue. Un monologue de Noir dans l'espoir que j'ai été primée pas mal de fois en Tunisie et j'ai eu le prix de Kiltoum il y a 4 ans, la 6 ans de ça. Et je ne l'ai pas vraiment touche à l'extérieur du pays vraiment. J'ai représenté l'Algérie une fois en France aussi. Mais cette fois, je vais partir dans un pays anglophone. Anglophone, au pays de Shakespeare. Ah oui, au théâtre de Shakespeare aussi.
que ça va être une expérience l'algérienne avec la communauté algérienne à Londres, que ça va être une expérience, une bonne expérience, Inch'Allah, pour moi, mais elle est un peu stressante parce que c'est une expérience que je dois à tout prix réussir. Mais vous êtes la femme de tous les défis, hein, Rim Takouch. On rappelle, rien qu'à voir votre filmographie, on rappelle rapidement avant de se quitter. Donc vous, en 2007, Mascara, donc un succès. 7 prix internationaux. 7 prix à l'international. Et vous, en tant que justement interprète, vous avez été primée dans ce cadre-là. Oui. Il y a eu Cigare au miel, Le Thé d'Ania de Saïd Ould Khalifa, aussi Vivante de Saïd Ould Khalifa. Parfum d'Alger. Donc que des films cinéma très connus. Donc, des rôles composés. Voilà. C'est ce que j'adore. Et Palmier blessé, des rôles qui montrent toute la complexité et la sensibilité de la femme que vous êtes, Rim Takouch. Merci. On a été ravis. Donc, bon vent et on verra bien les résultats des prochaines compétitions. Hein, ah oui, c'est ça. De tous ces feuilletons qui sont entrés en lice pour cette compétition du mois de Ramadan. Merci infiniment. Merci et merci aux téléspectateurs qui ont suivi le feuilleton et ils ont aimé. On est satisfait de nous-mêmes parce qu'on a fait des gens heureux. Oui. C'est les Algériens في رمضان إن شاء الله وجمعناهم في بيوتهم الحمد لله. Alhamdoulilah, il a matlaquina saïdek, mais bon vent pour cette prochaine expérience. En tout cas, elle est aussi au service des autres. Elle donne avec cœur tout ce qu'elle peut donner au service des plus démunis. Ça se passe à Al-Harrach. Il s'agit donc de Dounia Benayesh, bénévole, donc qui vient nous témoigner aussi de son expérience cette année, donc du côté d'Al-Harrach. Après ce reportage de Fari El-Hamdi qui nous met en relief une autre association, Nas El Khir de Médéa. C'est parti. Nous sommes à Médéa, à environ 80 km d'Alger. Comme à son accoutumé, l'association Nas El Khir ne s'est pas départie de ses actions caritatives en occupant encore une fois les premières lignes du bénévolat, offrant chaque soir à l'heure de l'iftar des repas chauds aux démunis, aux voyageurs et aux travailleurs des chantiers. Je tiens à signaler le bon accueil des gens les jeunes volontaires. Donc c'est à leur honneur. On peut dire qu'en Algérie, il y a toujours des gens qui font du bien, qu'il y a du bien, c'est-à-dire en Algérie. Deuxième point, on est venu à 200 km de Ain Sera où on a joué un match. Donc on a trouvé le lieu où on va manger, où on va casser le jeûne. C'est-à-dire c'est un plaisir quoi. On est dans un pays de l'Algérie où il y a toujours du bien. Il faut éviter parce que les circulations, etc., l'excès de vitesse, c'est qui provoque les accidents. Donc il y a ces associations qui sont partout, c'est-à-dire dans les autoroutes, etc., afin qu'ils puissent casser le jeûne. Ils vont rentrer chez eux tranquillement afin d'éviter les accidents. C'est très très important. Pour cette année, l'association Nas El Khir a innové et ce en invitant les familles qui le désirent à venir partager avec les autres convives le ftour. Un concept dit iftar familial sur la route pour des moments de convivialité. كنا نبداو نحكيو على البروغرام تاع جورنيه وحده البروغرام عندنا 10 مليون باش نوكلو 500 باغ حتى 550 باغ chaque jour. Un programme un mois, ça veut dire 300 millions, 300 et quelques. هذو كاع من عند المحسنين اللي دون chaque jour. Les dons كاين يعطونا لي بواسون، قلب اللوز، لي فروي، لي ليغيم، لي فياند، بولي تو. Ça veut dire كل يوم نعتمدوا على التبرعات تاع المحسنين. الحاجه اللي راهي تميز بوكو بلوس هذا العام لي بوس الكيران خلاص ولفوا هاد الستاسيون لهنا تاعنا يجوا في عود ما يروحوا اللي كاين رايحين لو سود حتى الغردايه ولا رايحين بعد يبريفير ريغاريو يفطروا معنا ويكملوا لا روت تاعهم باش ان شاء الله يفيتيو لي زاكسيدون يفيتيو L'ambiance dans ces restaurants et ces placettes est des plus conviviales grâce à la volonté des bénévoles et des généreux donateurs. On vient tôt le matin, moi et mon amie Leila, pour préparer le ftour. C'est un plaisir pour nous de partager ces moments, surtout en ce mois béni de Ramadan. C'est mon premier jour avec cette association Nas El Khir. Dès que je termine mon travail à la maison, je rejoins l'équipe pour leur donner un coup de main. Cela fait 13 ans.
que j'active avec ces jeunes bénévoles. Nous sommes une seule famille et cela me fait vraiment plaisir. Le mois béni de Ramadan constitue une excellente opportunité pour renouer avec les bonnes actions et demeure l'occasion propice pour multiplier les actions de solidarité et de bienfaisance en faveur de toutes ces personnes. Et on quitte Douéra pour Alger avec aujourd'hui la présence parmi nous de Donia Benayesh. Elle a activé au sein d'associations dans le même sillage. Et puis aujourd'hui, elle nous parle d'une nouvelle expérience vécue au mois de Ramadan auprès d'un groupe dont elle est un petit peu la locomotive, on dira. Bienvenue Donia. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Très bien, très bien. Voilà, vous êtes aussi une athlète dans le domaine du handball et aussi handballeuse, mais aussi coach en musculation. Voilà. Ce qui vous laisse le temps quand même de penser aux autres, n'est-ce pas? Depuis 5 ans, à qui fait les associations, à qui un peu partout. Oui, depuis à peu près 5 ans. Je fais des expériences. Au début, c'était juste du bénévolat. C'était juste vite fait, je donne de l'argent, ça m'a 1000 dinars, c'était beaucoup plus ça. Après, j'avais du plaisir à le faire. Je continuais chez un fardeau, ça a commencé à chez un fardeau. On a un hôpital juste à côté de Betraria et je donne à des gens, je donne beaucoup plus les patients et tout. Après, on a l'impression que c'est rien, mais les petits gestes, les petits gestes, quand on les additionne, ça fait justement quand beaucoup. vous me donnez quelque chose et je vous dis et ça vous fait, c'est un sentiment inexplicable. Absolument. J'aurais aimé vous inviter à l'émission. J'aurais aimé faire comme vous, mais je ne le fais pas. Par contre, il y a un début à tout, et tout un groupe autour de vous. Donc vous êtes des jeunes, dynamiques, chacun dans son monde, mais vous vous regroupez en ce mois de Ramadan et depuis le début, depuis le premier jour, vous offrez des repas, des tables de iftar très étoffées, en tout cas pour les démunis. Exactement, c'est à peu près, on fait l'iftar pour 120 personnes avec l'emporté. Et c'est tous les jours, on envoie tous les jours des gens, des familles venir. Au début, c'était que des hommes. Après, ils ont vu que c'est familial, il n'y a pas de problème. Il y a même des filles qui restent avec nous, donc juste pour avoir l'image de la famille. La chaleur, exactement. Parce que c'est pas évident des familles dans iftar faire des SDF. Malheureusement, il y en a de toutes les catégories. C'est peut-être des enfants, des enfants, exactement, des attardés. Et des fois, il y a des problèmes, mais on les gère. Vous êtes là pour gérer. On est là pour gérer, ça nous fait plaisir. Vous gérez parce que vous avez de la diplomatie, vous avez du cœur surtout. Du cœur, vous on n'a pas besoin de diplomatie, c'est du cœur. En fait, il y a des personnes, peut-être ils dépassaient un petit peu les rails, mais qui dans le groupe, c'est quoi? Ils se rangent, exactement. Les sourires, ils contribuent, j'imagine, et puis voilà. Donc, il y a ces tables de iftar, mais il y a aussi beaucoup de repas que vous emmenez justement vers les personnes qui ne peuvent pas se déplacer aussi. Voilà, il y a des repas à emporter. Il y a une fille en fait qui m'a marquée. Elle est venue à Caen. Première fois, elle est venue. Elle était mal habillée. C'est normal. Après, elle m'a dit est-ce que je peux manger? Et on lui a dit bien sûr, mais tu vas toute seule. Genre, il n'y a pas ta famille ici. J'ai pas de père. Et ma mère, elle est malade. Après, on lui a dit pourquoi tu n'emmènes pas ta maman à la maison et tout. Elle nous a dit je peux le faire. Elle était très contente. Comment ma mère, elle va manger? On savait qu'elle allait voler. C'est ce qu'ils font. En fait, on leur donne à manger. On leur donne le premier plat avec le bourrec, la salade et le deuxième plat. Donc ils mettent de côté. Ils mettent de côté. Des fois, Et je pensais que c'est sûr qu'elle allait faire ça. Moi, le bourek pour sa mère, du pain ou la salade. Elle était très contente. Oui. J'imagine qu'aussi dans votre quartier, il y a énormément de personnes âgées qui sont seules, il y a des personnes malades. Il y a des personnes bien habillées qui viennent, ils nous disent je ne peux pas cuisiner, je suis malade, je suis toute seule, je ne peux pas manger à la maison, même si elle a les moyens. Elle préfère venir et manger avec des gens qu'elle ne connaît pas. Et en fait, ça fait des connaissances. C'est une chaleur familiale. En tout cas, voilà, on a été ravis aujourd'hui de mettre un peu de lumière sur ce groupe parce que vous n'êtes pas une association. On n'est pas une association, voilà, on est des jeunes chacun bénévoles. dans son domaine et vous essayez d'apporter du bonheur, d'apporter comme ça du bien
de donner du mieux que vous puissiez pour égayer les journées, les soirées difficiles de certaines personnes. En tout cas, prochain rendez-vous pour votre groupe, ce sera la fête des mères. Ah, c'est un rendez-vous personnel. Je veux le faire. Inch'Allah, je vais le lancer sur les réseaux sociaux. Très bien. Je veux faire en fait soit à Tipaza, soit à Saint-Eugène. Après, je vais voir comment avoir l'autorisation. Parce que c'est pas évident d'être un bénévole. Oui, quand c'est une association... Il y a toujours des associations qui nous aident. Genre, je propose sur les réseaux, ils nous disent, je vous donne le cachet. Oui, et vous-même, vous aidez les associations. Vous m'avez dit, vous continuez de faire du bénévolat avec d'autres associations. Et c'est tout à votre honneur. En tout cas, on a été ravis de vous recevoir, Dounia. Dounia Benayesh, comment vous contactez? Sur les réseaux sociaux, oui, donc c'est Dounia Benayesh, _28. Très bien, tiré du 8, 28. Voilà, 28. Voilà, tiré du 8, 28. Voilà, retenez bien parce que c'est une adresse très précieuse. Si vous êtes du côté d'Al Harrach, n'hésitez pas à les encourager, à faire des dons, à leur dire bravo pour ce qu'ils font. En tout cas, on est ravis, on le dit à la place de toutes ces personnes, bravo. Voilà. Bon vent et voilà. Merci à tous ceux qui étaient avec nous ce matin. Donc, cette émission a été conduite par Fatima Djabali avec toute l'équipe du studio de Canal Algérie qu'on remercie. On vous remercie pour votre attention. On vous souhaite une bonne et agréable journée et une bonne soirée. Donc, la veillée du 27e jour. Donc, l'île 27, Inch'Allah, تدخل علينا ليلة القدر بالخير. إن شاء الله تدخل علينا بالصحة والهنا.